Le concept du simulacre m'a toujours intrigué depuis mes années d'études universitaires, où j'avais opté pour un cours appelé le simulacre du cinéma. Je savais pas du tout ce que ce mot étrange voulait dire, mais la définition, la voici. Ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend être. La première chose dans ce cours que l'on nous apprend, c'est qu'il est impossible de connaître la vérité à travers les médias. Tant qu'on n'a pas été tenté de discerner la vérité par nous-mêmes dans la réalité, elle nous sera dissimulée. Il va sans dire que ces notions furent extrêmement intéressantes. Discerner le vrai du faux est devenu alors pour moi une passion, presque une obsession. Je désirais comprendre et apprendre, découvrir. C'est ce qui m'a entraîné ensuite à voyager. C'est ce qui m'a inspiré à écrire des documentaires. What to understand at the end of the day when I cool down in a taxi, hell of a way. I want to introduce you to my new pay, cause this is the vibe that I get every day. The night when the lights down, out into town, and I'm a wiggling and jiggling a physical dance. All alone in my place where I get in the groove, get the keys to the dance floor with the fever to move. As a prey, a tropical mystical alliteration. No matter what you're told, nobody wants to listen, cause they wave the other hand with a cheating intention. I enter the bar with my blue silver pants. I like the way they shine when I get in the light. While the moves of my feet all over in the place, and let the shy ones pop. En 2021, finalement bien habitué à voyager en temps de pandémie et avec les restrictions qui, incroyablement, nous semblaient devenues une normalité, nous avons escaladé la dernière partie du mur qui nous cachait la vérité derrière les peuples magnifiques bordant la mer Noire, au cœur de l'Europe et de l'Asie. La mer Noire a vu s'épanouir les plus anciennes civilisations. Pour expliquer la provenance de son nom, plusieurs hypothèses ont été toutefois avancées sans certitude. Lorsque les Turcs s'emparèrent de sa côte, ils furent impressionnés par ces tempêtes violentes et la nommèrent par la couleur de son ciel, ce qui pourrait concorder avec le nom que les Grecs lui avaient donné au tout début de leur exploration, ce qui est à dire mer inhospitalière. Puis enfin, l'une des théories est que les peuples de Turquie vivant en Anatolie vers les années 1000 de notre ère désignaient les points cardinaux par des couleurs, et que le nord était identifié par le noir. La mer Noire étant au nord de la Turquie, son nom lui viendrait donc peut-être de là. Tout cela pour dire qu'il est difficile avec une région qui a une histoire aussi antique d'émettre des théories exactes sur ce qui s'est réellement décidé à ce temps-là. Les archéologues, historiens et spécialistes doivent être créatifs et intuitifs pour tenter de nous expliquer notre passé. À la fin de la dernière ère glaciaire, 12 000 ans avant notre ère, la mer Méditerranée déborde. L'eau se déverse d'abord dans la mer de Marmara pour tranquillement créer le détroit du Bosphore, cette frontière séparant l'Europe et l'Asie. L'eau inonde le bassin se trouvant sur les lieux de l'actuelle mer Noire qui atteint une profondeur maximale de 2200 mètres au sud. Le détroit du Bosphore est célèbre depuis toujours parce qu'il est un lien international important dans les activités commerciales. Depuis l'époque de la route de la soie et certainement depuis une époque encore plus ancienne, il est évidemment un canal important pour les opérations navales et les explorations. Aujourd'hui, il est emprunté par des millions d'habitants dans leur routine quotidienne et pour des petites vacances aux îles aux Princes à Istanbul. Les touristes mal informés achètent un tour organisé sur Internet qui peut coûter jusqu'à 80 $ pour se balader sur le Bosphore. Sur place, les compagnies les annoncent à 5,50 $. Prendre le traversier, qui est le moyen que les locaux utilisent, vous coûtera seulement que 1,60 $.
Et maintenant, voici mon secret. Un secret tout simple, confie le petit prince au pilote. Ce n'est qu'avec le cœur qu'on peut voir correctement. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Cette citation intemporelle par Antoine de Saint-Exupéry dans son livre célèbre Le Petit Prince est un bijou de vérité et d'espoir. Il y a toujours deux réalités lors d'un voyage. Celle des locaux et l'illusion du voyageur. Le but de voyager est de démystifier le vrai de cette apparence trompeuse, d'explorer et de rapporter chez soi des nouvelles cultures et croyances pour inspirer des gens à leur tour à évoluer et à penser autrement. Avec les médias sociaux, le voyage est devenu une mode. Beaucoup ont oublié cette mission, ce devoir qu'ont inconsciemment tous les explorateurs. Je vous donne le meilleur exemple de conception erronée que l'on peut avoir d'un pays avant même de s'y être rendu. Lorsqu'on pensait à la Turquie, je ne sais pas pour vous, mais nous, on s'imaginait arriver à Istanbul et voir une tonne de chameaux, des gens crier dans les bazars pour vendre des babioles et des tapis, parce que c'est ce qu'on voit dans les films. Cela va sans dire qu'on se trompait royalement. Il y a juste la partie des tapis qui reste encore vraie. Quand on est arrivé à Istanbul, il y avait une tempête de neige. On avait les deux pieds dans le slush. D'autant plus, on était sur le décalage horaire. On se demandait si on rêvait en couleur. Le bazar d'Istanbul est tellement bien structuré et propre qu'on s'est dit qu'il faudrait changer l'expression populaire. C'est le bazar. Goûte ça, goûte ça. Tu veux aimer ça? Ça, c'est du thé à la grenade. Ça, c'est à la mûre. Sans à la. C'est un menthol camphre. Exactement. Ouh! Bouche. Après ça, il n'y a pas de Covid, mon frère. Alors. Pour voir ce genre de préconception qu'on avait, il faut aller bien plus loin en Turquie, sur la frontière de la Syrie, dans une ville nommée Mardin. Et, je dois le préciser, dans le vieux Mardin uniquement, c'est très moderne en dehors de cela. Là, on a fait notre premier saut dans la culture qui s'apparente un peu plus au Moyen-Orient. On n'a pas plus vu de chameaux, mais côté architecture, on a été servi. On a même poussé nos limites et on a fait du pouce pour se rendre dans les ruines de Dara, ancienne ruine romaine orientale qu'on s'était fait recommander de visiter. Dara, une petite colonie au début du 6e siècle, a été choisie comme ville d'unité militaire par l'empereur romain d'Orient Anastase et sa construction a été menée vers les années 503. Vers 1251, la ville a été en grande partie détruite. Le village actuel de Dara a été fondé à la fin du 18e siècle et les habitants ont construit leurs maisons près des vestiges de la majestueuse ville romaine. Ces citernes, qui ont une capacité de 1500 mètres cubes d'eau détournée des montagnes, étaient capitales pour la défense de la ville qui a pu résister longtemps à plusieurs sièges qui coupaient parfois complètement le contact extérieur des vivres. En tant que cinéaste de documentaire, c'est ma mission de vous rapporter ces images et ces expériences sans conception erronée. Bien souvent, mes recherches en amont représentent peu l'utopie que je m'en étais faite. Et c'est tout à fait normal. C'est parfois décevant de se retrouver sur un site aussi mystique que Palenque ou Teotihuacan au Mexique et d'avoir l'impression d'être au milieu d'un piège.
déambulant entre les kiosques vendant des items décoratifs et entre les 2000 autres touristes. La magie est coupée en un claquement de doigts. Ayant servi de capitale aux 3 plus grands empires du monde, Istanbul voudrait simplement dire un endroit où l'islam est en abondance. Je vous raconte mon expérience lors de notre visite de l'un des icônes les plus importants autour de la mer Noire, un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine, la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul. La construction de ce lieu culte a commencé vers les années 300 de notre ère et pris sa forme actuelle sous l'empereur byzantin Justinien vers l'an 600. Elle a été église chrétienne et à la fois mosquée, puis est décrétée musée de 1934 jusqu'en 2020, où elle est remise au culte musulman. Cette décision, qui a été apparemment prise sans préavis, pourrait entraîner une modification à sa valeur universelle et même son retrait au patrimoine mondial. Cette nouvelle est en apparence abominable et semble faire reculer le peuple turc de plusieurs siècles en arrière, mais la réaction des habitants d'Istanbul est partagée. Les plus croyants sont évidemment très émus de pouvoir enfin s'y recueillir à nouveau, et certains même affirment que c'était une honte qu'elle soit devenue un musée. Le président turc assurait que Sainte-Sophie resterait ouverte à tous, touristes et croyants. Notons que la mosquée est l'une des attractions touristiques les plus visitées de Turquie, avec ses 3,8 millions de visites en 2019. Malgré que ce soit l'un des attraits touristiques les plus prisés de la ville, ça n'a pas pour un instant gâché mon émerveillement devant cet endroit époustouflant. J'ai d'ailleurs été plutôt étonnée par cela. Je crois que mon expérience a été bonne parce que je m'attendais à ce que ce soit justement très touristique et extrêmement achalandé. Donc, je m'étais mis un peu dans cette ambiance en y entrant. Tout cela pour dire que c'est vous qui décidez de quel type d'expérience vous souhaitez avoir lors de votre exploration. Ce qui me fascinait le plus des pays entourant la mer Noire, vous vous en doutez peut-être, c'est que des civilisations avaient laissé des traces depuis la préhistoire. Pour ma part, en tant que Canadienne dont le pays a une histoire bien récente, il était parfois difficile de m'imaginer que je me retrouvais devant des vestiges datant de la préhistoire, ou bien devant le plus vieux trésor trouvé au monde dans ce musée de Varna en Bulgarie, par exemple. Avant la sédentarisation, les terres autour de la mer Noire sont peuplées de nomades et les archéologues ont découvert des sites mystérieux s'apparentant à Stonehenge. Voilà le site préhistorique de Karahanj en Arménie. Au total,
223 pierres ont été étudiées et cartographiées. Le mystère planera incessamment sur ce site, mais les suppositions sont que, un peu comme Stonehenge, les menhirs auraient servi à étudier les astres, le mouvement du Soleil et de la Lune. En effet, environ 87 pierres sont percées de trous circulaires dont certains d'entre eux sont encore debout et qui, avec observation, sont alignés exactement à des positions stratégiques du Soleil et de la Lune à leurs équinoxes. Ces thèses sont jusqu'à maintenant incertaines, autant que celles affirmant que le site est peut-être en fait une ancienne nécropole ou les vestiges d'un mur qui se serait effondré. Une illumination, le temps et les recherches seulement pourront nous dire la réponse sur ces pierres agencées mystérieusement à la verticale et leur utilité. L'Azerbaïdjan est situé à proximité des principales routes d'émigration des premiers humains et d'un important centre de civilisation préhistorique. Le site de Gobustan est d'une importance majeure car il démontre près de 40 000 ans d'art rupestre incroyablement bien conservés. Les archéologues ont retrouvé des preuves de peuplement, de rites funéraires et ont amorcé certaines théories de mode de vie. Les pétroglyphes sont des éléments difficiles à analyser. Et par ce fait, les archéologues tentent donc de les analyser par ce qui les entoure. Effectivement, cette grande pierre serait en réalité un instrument de musique. Elle aurait probablement servi dans des rites religieux dus à sa sonorité lorsque nous frappons dessus à l'aide de roches plus petites. Sans parler de la vue incroyable sur les lieux, nous étions émus de voir des dessins encore intacts datant de cette ère. Cela semble inimaginable qu'une gravure ait pu résister aussi longtemps au temps et à toutes les situations extérieures qui auraient pu rendre ce savoir inaccessible. À la fin de la préhistoire, les pourtours de la mer Noire sont occupés par des peuples du Néolithique, période qui se caractérise par le perfectionnement des techniques de l'agriculture et qui amena donc peu à peu à la sédentarisation. Des sites tels Göbekli Tepe, dont les premières fouilles ont commencé en 1963, ont complètement changé les idées que les scientifiques et les archéologues s'étaient fait de la transition du mode de vie nomade à sédentaire. Tentez de vous imaginer à quel point ce site est ancien. Göbekli Tepe existait 6000 ans avant les temples maltais et sumériens, 7000 ans avant Stonehenge, 7500 ans avant les pyramides égyptiennes, 10 000 ans avant Rome. Ces structures ont été acceptées comme le début de l'histoire de l'architecture et proclamées premier temple de l'humanité, rien de moins. Et c'est alors que l'histoire de l'archéologie a commencé à être réécrite. Vu la période à laquelle Göbekli Tepe a été construit, il a prouvé que les croyances religieuses peuvent également avoir un impact sur la transition vers la vie sédentaire. Il paraît que les fouilles futures révéleront que Göbekli Tepe cache de nombreux secrets uniques, ce qui signifie que nous sommes encore loin de la vérité à propos de notre passé. Le vin est également un élément important de la culture mondiale, mais plus particulièrement géorgienne, arménienne et moldave, et est l'un de ses attraits touristiques les plus prisés. Dans le Caucase, le vin fait partie du tissu social et familial depuis 6000 ans avant notre ère. Effectivement, la Géorgie serait probablement le berceau viticole du monde, les chercheurs ayant retrouvé des cuivreries datant d'aussi loin. Évidemment, ce statut est disputé avec son pays voisin, l'Arménie, qui ont retrouvé sur le site d'Arénie I un ancien pressoir à vin et une chaussure en cuir, la plus vieille du monde. La méthode antique pour la vinification retrouvée en Géorgie est classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO et est encore utilisée par quelques vignerons pour la création de leur vin. When we're talking about like winemaking in this country, it's very important to think about like microclimates and what can create such kind of microclimate here. And in Emirati region,
We have in the north part of Georgia, so there is this like a Great Caucasus mountain system. In the south part we have Small Caucasus, and between is the Lichi mountain. And because of like these three big mountain system in this country, we have like lots of small microclimates almost everywhere. We have our own grape varieties, and when we are talking about our cellar, we are three, like me, my sister, and my brother, and we are like grape growers and winemakers, and also we are delivery people. So we do like all the job, but we also have like very nice team which we create from the youngsters around, so they are helping us. We use like Kfevris. We also have stainless steel tanks, because like the winemaking for us is this kind of like possibilities to creation, and it's like, you know, like when you have like very big empty white wall, and you can like, you have like lots of different colors and you can paint it all around. You know, in that process there is these beautiful traditions coming from this region, and but also we have like for us, you know, to spoil ourselves, we have this portion to, you know, creation and try something new and try this experiment how it will be, and if it will work with our grapes, or if the result will be like different, and etc. So we really love that. And so at this moment where we are right now, it's like those are our clay pots. We call it Kfevri or Churi, and Kfevris are a traditional jar. It was one of the first jar where people started winemaking inside, and in Georgia you can still find, you know, that kind of style for winemaking. It's very interesting, and we as a winery, we love this, you know, because for us we feel that it's kind of like chain between the past and like ourselves and then the future. De l'autre côté de la mer, la Moldavie ne peut pas se vanter de tout cela, du moins encore, mais par contre, ils peuvent prouver qu'ils ont la plus grande cave à vin du monde, avec plus de 2 millions de bouteilles stockées dans une ancienne mine qui s'étend sur 55 kilomètres. Situated here underground. We started from here, from our central gates, went through this route down here for Liberty Street, stopped here at our waterfall, through Kuno Street, through Cabinet Street, was here at our Golden Collection, and for now we are here at our big tasting room. Okay, so in Moldova we have a pretty unique and also beautiful tradition. For the guests it is like mandatory initially to try the wine directly from the wooden barrels. After that we are sitting at the table and they continue to drink the wine and eat their food. So who wants to be the first? Yeah, right. Of course, actually it is a joke, and in this way we are opening the access to our tasting room where the wine actually will be. Avant l'âge du bronze et du fer, n'ayant pas encore inventé l'écriture, les informations que les archéologues nous rapportent est en fait un travail constant de créativité et d'ingéniosité. Par exemple, ils se doivent de recréer certaines situations ou faire des tests de construction en s'obligeant à utiliser des reproductions des outils qu'ils ont trouvés sur les lieux des fouilles pour mieux comprendre. Lorsque l'écriture apparaît, plusieurs noms de populations sont mentionnés. Cela devient un peu plus facile de retracer les événements et d'écrire l'histoire. La capitale de Sofia, en Bulgarie, est mentionnée depuis l'Antiquité. N'oubliez pas que l'histoire est écrite par ceux qui, premièrement, savaient écrire. Donc, un groupe de personnes et non tout le monde. En temps de guerre, l'histoire est écrite par les gagnants et plusieurs documents ont probablement été perdus. Plusieurs faits ont même été modifiés pour plaire à la folie des dirigeants du temps. Avec Internet aujourd'hui, on croirait que ce problème est réglé. Au contraire, l'information que nous recevons est gravement teintée et contrôlée, même lorsque vous juriez que votre source est fiable. Les archéologues du futur devront probablement tenter de discerner le vrai dans tout cela. À Sofia, il est intéressant d'observer plusieurs exemples de différents sièges politiques et culturels à travers le temps.
the square that we stopped up there was almost completely destroyed during the Second World War. So when the communists came in power in 1944, they decided to demolish whatever was standing in order to open up space for this complex dedicated to communist power. So if you're here, you can easily feel like you're in Moscow. The central building over there, this used to be the headquarters of the Communist Party. And right now, you can probably see the Bulgarian flag waving on top of the building. However, during communism, it was a big red star. The communist leaders of Bulgaria, they used to say, this star is made out of precious stone. It turns out, when they took it down, that it was empty on the inside. It was made out of glass. And we like to say that this is a good metaphor of the communist rule in Bulgaria. À vrai dire, plusieurs villes autour de la mer Noire peuvent témoigner de ce type d'évolution. Je vous laisserai le soin de le constater. Au milieu de la plaine fertile de la région de Thrace et à 2 heures de Sofia, Plovdiv est la plus ancienne ville européenne qui a été continuellement habitée et la 6e au monde, et pour l'année 2019, elle a été déclarée capitale européenne de la culture. En fait, les premiers établissements remontent à 8 millénaires. Les Thraces y ont laissé, entre autres, un sanctuaire sur la colline la plus au nord, Nebet-Tepe, signifiant littéralement « colline des gardes ». On suppose que la garnison était située sur cette plateforme, protégeant les habitants. J'aurais cru que le site était protégé par l'UNESCO, ou du moins la ville, mais j'ai été surprise de voir qu'il n'en était rien. Nebet-Tepe est en réalité comme un parc public au sommet d'une colline où les locaux s'y retrouvent pour simplement être. Connaissant l'importance du lieu, je me suis d'abord posé des questions éthiques, puis au fond, j'ai trouvé cela quand même intéressant la manière dont les Bulgares avaient décidé de continuer à utiliser ce lieu. L'histoire n'est jamais terminée d'être écrite, et tant mieux si ce lieu peut continuer à être utilisé pour admirer le panorama et la nature comme les premiers habitants de la région l'ont fait. Comme ce théâtre romain, qui avait été enterré par l'Empire byzantin et ottoman jusqu'en 1970 lorsqu'un glissement de terrain a eu lieu. Imaginez la surprise. Pouvant accueillir à l'origine 5 000 à 7 000 personnes, des représentations d'art de la scène diverses sont encore présentées à notre époque. Considérés par les Grecs comme de grands guerriers, les Thraces n'avaient pas de langue écrite, comme mentionné précédemment, et ont laissé peu d'architecture monumentale, dont l'importance du site archéologique de Perpéricon. J'ose espérer que ce site d'importance est un peu plus occupé en été, car c'est ici qu'Alexandre le Grand reçut sa prophétie selon laquelle il allait conquérir le monde et que Rome deviendrait un empire. Perpéricon et les rochers qui l'entourent sont marqués par des milliers d'auges, de bassins et de déservoirs. Les Thraces vénéraient la divinité de Dionysos et selon les spécialistes, ces cuves auraient servi à la confection du vin. Dans leur rituel, le vin devait être fait et bu sur place. En 45 de notre ère, la Thrace est conquise par les Romains, ce qui justifie les nouvelles tendances de style classique sur le lieu introduites par ses conquérants. Autre lieu de culte en Bulgarie, l'imagination des habitants de la région a créé tout un recueil de légendes à propos de ces sculptures rocheuses, érigées de cette manière depuis 230 millions d'années. Une madone, des moines, un cavalier, une écolière, un ours, Adam et Ève, une forteresse, un coucou, et bien sûr, la divinité Orphée, héros de la mythologie grecque et fils du roi de Thrace. Dû à sa position de commerce stratégique, les pays qui bordent la mer Noire sont chamboulés par des changements de règne et de batailles religieuses à travers le temps. Vers 600 avant notre ère,
La colonisation grecque fait en l'occurrence de la mer Noire une mer grecque, nommée alors Pont Euxine. Il l'avait renommée pour l'appeler finalement mer accueillante plutôt que inhospitalière. Vous pouvez très bien reconnaître ici au temple de Garni en Arménie toute l'influence que les Grecs et les Romains ont pu laisser autour de la mer Noire. En réalité, on ignore encore la date précise de la fondation de ce site évolutif, car des objets datant de l'âge de bronze ont été retrouvés durant les excavations. Le temple et les remparts, quant à eux, auraient été construits vers 800 avant notre ère, puis les différents éléments du complexe vers les années 200 à 300. Pamukkale en est un autre exemple. Ce mot signifie « château de coton » en turc. En ce lieu, vous pourrez admirer et profiter de plusieurs monuments de la période hellénistique, sans parler de cette magnifique forêt minérale et ses sources d'eau chaude qui ont attiré les colons de l'époque à s'installer à ses côtés. Mais le site avait un vice caché, car il a été sujet à de nombreux tremblements de terre. La cité a été fondée vers les années 100 de notre ère et abandonnée plusieurs fois au cours de l'histoire, laissant derrière elle des monuments de l'architecture grecque, aujourd'hui restaurés pour assouvir notre curiosité. Vous pourrez monter à pied Pamukkale, à condition d'enlever vos chaussures, peu importe la saison et peu importe la température. Il fait genre 6 degrés encore. Fait que là, Miguel va tester ça. Ces sources, chargées de calcite, ont créé ce paysage fantastique. L'hydrothérapie, liée aux pratiques religieuses, a évolué par rapport au culte des habitants. Aujourd'hui, elle est totalement abandonnée, mais non moins achalandée par les touristes qui la visitent pour ses attractions stupéfiantes et authentiques. Parlant d'hydrothérapie, la capitale de la Géorgie, Tbilissi, voudrait carrément dire « source chaude ». Elle aurait été fondée vers les années 400 de notre ère. La légende raconte que le fondateur de la ville, Vakhtang Ier Gorgasali, chassait en une belle journée le faisan dans les bois à l'aide d'un faucon. Une bataille éclata entre les deux oiseaux et ils tombèrent dans une source d'eau sulfureuse, puis moururent. Gorgasali fut tellement impressionné par la découverte de ces sources d'eau chaude qu'il ordonna immédiatement de construire une ville tout près. Tbilissi a toujours été un centre culturel, politique et économique important de la région du Caucase. Cette région d'Eurasie, constituée de montagnes qui s'allongent sur 1200 km, allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Occupée une vingtaine de fois par des ennemis extérieurs, elle est située sur les plus grandes routes de commerce de la région. Elle déclare son indépendance seulement qu'en 1991, comme la plupart des pays issus de la chute de l'Union soviétique. Ces voyages grecs sur la mer Noire engendrent plusieurs mythes et légendes. La plus populaire est celle des Argonautes à la recherche de la toison d'or dans l'ancienne région géographique de la Colchide. L'augmentation du tourisme de la nouvelle bourgeoisie russe post-soviétique a encouragé la construction de lieux de loisirs audacieux. Selon les locaux et selon plusieurs voyageurs qui y séjournaient une seconde fois, les prix auraient triplé depuis 10 ans. On peut bien voir que le profit fait avec les touristes russes est pour la plupart réinvesti dans le tourisme russe.
Les locaux nous ont dit que ce serait une bonne idée de visiter la Géorgie dans moins de 5 ans. Il y aura une augmentation du tourisme de masse certaine avec toutes ces infrastructures en développement. Et nous avons pu voir aussi qu'il y a des travaux routiers effectués par des compagnies chinoises pour compléter l'énorme projet d'infrastructure de la nouvelle route de la soie, ce qui amènera certainement des curieux plus facilement dans la belle région du Caucase. À Batumi, on reconnaît bien les architectes de Dubaï, ainsi que dans la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, qui se surpasse côté architecture moderne. Je crois que c'est le pays dans lequel j'ai eu les plus grandes conceptions erronées concernant ma recherche en pré-production. Je serai honnête avec vous, comme toujours. Je croyais que les Azéris étaient de nature très stricte et conservatrice. Je me suis surprise à rencontrer des hôtes et des amis généreux, souriants, ouverts sur le monde, polis, qui ont le sens de l'humour et, en extra, courtois envers les femmes. Certes, ce n'est pas si simple de voyager en Azerbaïdjan pour un backpacker, du moins encore. Premièrement, la seule façon d'y accéder, c'est par avion, et donc un peu plus dispendieux. Il ne faut pas avoir visité l'Arménie, et donc vous ne pouvez pas arriver de par là. Par contre, rassurez-vous, vous pouvez aller en Arménie si vous êtes allé en Azerbaïdjan. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de touristes, au contraire, la ville de Bakou est entièrement construite pour les touristes. Mais pour ceux qui sont riches, nous y avons rencontré des gens du Kazakhstan, du Pakistan, de l'Afrique, de la Russie. Il est très dispendieux d'y voyager et les locaux ne se rendent pas compte de la valeur de leur argent. Les prix ne font absolument aucun sens. Un tour organisé peut vous coûter 85 $ la journée par personne, puis ensuite un trajet d'autobus régulier 3,75 $ pour 5 heures de route, un café instantané 2 $, une tasse de thé 8,50 $, le même prix qu'une chambre privée dans un appartement. Les locaux d'ailleurs ne trouvent pas cela très pratique et je cite quelqu'un qui nous l'a dit. Il faut être extrêmement débrouillard pour voyager à petit prix. En réalité, même nos nouveaux amis azéris n'en revenaient pas de nos capacités. Par contre, Bakou, une ville magnifique, l'une des plus modernes que j'ai eu la chance de visiter. Propre, huppée, novatrice, créative. Il y a certainement une opportunité d'entreprise pour ce qui est de faciliter la vie aux backpackers qui voudraient visiter l'Azerbaïdjan. Mais apparemment, il faut être prêt à affronter les gros joueurs du tourisme si on le souhaite vraiment. Il y avait quelque chose qui me disait que Bakou ne représente pas toutes les villes d'Azerbaïdjan. Donc, évidemment, nous sommes partis en exploration un peu plus loin, beaucoup plus loin. Nous avons trouvé des villes relativement bien développées et bien organisées, où les choses coûtent un peu moins cher. Nous avons été chaleureusement accueillis dans la ville de Sheki pour visiter le fameux palais des camps. Malheureusement, il m'était interdit de filmer à l'intérieur, mais je vous garantis que ça en vaut le coup d'œil. Vers le début de l'ère chrétienne, les Romains deviennent de grands amateurs de soie après en avoir acquis auprès des puissances de la Perse antique. La soie est une fibre naturelle produite par une chenille ou une araignée, issue principalement du cocon de ces insectes. Cette technique, gardée secrète par les Chinois jusqu'à l'an 560, aurait été découverte entre 2000 à 3000 ans avant notre ère. Cela fait près de 4000 ans d'exclusivité. La route de la soie consiste en réalité à plusieurs routes maritimes et terrestres qui, depuis 2000 ans avant notre ère, se sont multipliées et perfectionnées, partant de la Chine jusqu'en Turquie approximativement. Pour les pays qui nous concernent, Bakou en Azerbaïdjan était un port d'importance des produits arrivant de l'Asie. Nous pouvons retrouver des vestiges de cette époque nommés caravansérails. Expliqué simplement, cela consistait à des haltes routières où les marchands pouvaient se reposer, manger, échanger pendant 3 jours gratuitement. Après l'exclusivité chinoise sur la fabrication de la soie,
Plusieurs civilisations ont vu une opportunité de vie d'abondance et se sont mises à perfectionner cet art. Et donc, ce chemin que nous avons emprunté est maintenant l'une des routes principales d'Azerbaïdjan. Le Koura, fleuve en Géorgie, était une route alternative de la soie également. Et c'est pourquoi de nombreux monuments importants de défense et de commerce y ont été installés. Les cultures se rencontrent, les guerres et les idéaux aussi. Et ces routes ont été le théâtre de plusieurs massacres. Les styles architecturaux parfois dus à la reconstruction des monuments peuvent aujourd'hui témoigner de ces échanges partagés de l'histoire. Certes, le produit le plus populaire qui y était vendu était la soie, mais vous devez vous douter que les marchands en profitaient aussi pour vendre autre chose. Ce qui est intéressant de l'histoire de la route de la soie, c'est que ces passages devinrent un canal pour échanger aussi des idéaux, des techniques spécialisées et différentes pensées religieuses. Cette route épique est à la base de la formation de ces nations et de leurs cultures distinctes. Puis, juchés dans les montagnes du Caucase, nous avons pris un autobus pour la ville de Kouba, surnommée la Ville Rouge, mais ce qui nous intéressait en réalité, c'était de nous rendre dans le village de Kinalug, encore plus haut dans les montagnes, dans un véhicule qui va vous faire rire, une Lada 4x4. Je vous enlève vos idées préconçues tout de suite. Ce véhicule-là, c'est la seule chose qui aurait pu faire ce trajet dans les montagnes. À la limite, je m'en procurerais une, tellement c'est fiable. Perché à 2200 mètres d'altitude, Kinalug a longtemps été coupé du reste du monde et donc a développé sa propre langue et sa propre manière de vivre. Chaque maison dans ce village sont construites les unes sur les autres et ont plus de 200 ans. Le village compte environ 2000 personnes, divisées en 4 familles. Comme quelques petits villages dans le monde, ses habitants confectionnent des briques avec du fumier et de la paille pour se chauffer l'hiver. Les arbres sont quasi inexistants dans cette région et les températures peuvent descendre aussi bas que les hivers canadiens, soit jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Nous nous sommes fait des amis pour la vie, avons goûté à des aliments frais et faits maison et avons expérimenté pour un court instant ce que ça pouvait être de vivre ici à l'année et pour toute une vie. Si nous revenons en Azerbaïdjan, c'est à Kinalug que nous reviendrons. C'est un des endroits les plus authentiques que nous avons visités lors de ce périple. Il ne fut pas si facile non plus de se rendre sur le stratovolcan nommé le mont Kazbek. Selon la version du folklore géorgien, Zeus, furieux de s'être fait voler le feu par le titan Prométhée pour le donner aux hommes, l'aurait châtié à se faire dévorer le foie par un aigle attaché sur une pierre dans cette magnifique région du Caucase. Une autre version dit que ce serait peut-être aussi dans une caverne à plusieurs heures de route de là, en Géorgie. Ce qui est certain, c'est que les alpinistes se rencontrent à cette escale orthodoxe depuis plusieurs années pour admirer ce lieu sacré avant de continuer leur route vers son sommet, qui est situé à 5050 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons vraiment fait notre part et même un peu plus que ce qui était possible de faire, mais la neige nous a empêchés de pouvoir se rendre à son observatoire. Par chance, nous avons pu tout de même le voir, car nos nouveaux amis de Normandie étaient équipés d'un drone. Merci Quentin! Mais je crois que l'une de mes légendes préférées lors de ce périple reste celle de la chimère. Créature fantastique et cruelle, moitié lion, moitié chèvre, queue de serpent, qui peut enflammer tout ce qu'elle veut en un souffle. Les Romains et les Grecs, en voyant ce site incroyable nommé aujourd'hui en turc Yanartaş, dans le paisible village de Şirali,
ont tout de suite cru que ce monstre enflammé de l'Iliade d'Homère aurait été tué ici même. Afin de célébrer la victoire de Bellérophon, les habitants d'Olympos organisent une course. Les athlètes brûlent leurs torches avec la flamme sacrée de la chimère et se précipitent vers la ville d'Olympos. C'est le premier jeu olympique en Anatolie. Les flammes sont en réalité du méthane s'échappant de cette montagne depuis plus de 2500 ans. Près de Chirali, nous avons découvert la région que j'ai préférée en Turquie. Au départ d'Antalya, nous avons longé la mer Méditerranée pour découvrir davantage de lieux ayant été habités par les civilisations perses, romaines et hellénistiques. Mais à l'origine, ces régions étaient habitées par des Lyciens. Ces peuples avaient réservé les hautes montagnes pour leurs défunts. Effectivement, ils croyaient que leurs morts étaient transportés par des anges, et donc qu'ils devaient les placer le plus en hauteur possible pour les accommoder. Ils nous ont aussi légué en quelque sorte un des sentiers pédestres les plus beaux et des plus prisés au monde, la voie lycienne, nommée en l'honneur de cette ancienne civilisation. Nous avons rencontré beaucoup de gens à Antalya qui se préparaient pour cette expédition de 500 km. Nous n'avons fait qu'une petite partie de cette marche, soit environ une vingtaine de kilomètres, partant de la ville de Fethiye jusqu'à Oludeniz. Et pourtant, aucune trace de cette magnifique expédition dans mes notes en amont. Je le répète et le répète, laissez place à l'imprévu et surtout en voyageant. Cela vous mènera vers ce que vous devriez découvrir. Faire des recherches peut s'avérer aussi très utile en fait. Je recommande vivement de vous informer sur les pays que vous visitez avant de vous y rendre. C'est en quelque sorte une marque de respect. Et les locaux sont très choyés de savoir que vous vous êtes intéressé à leur culture avant même d'y être allé. Après cela, c'est normal d'en apprendre davantage, vous êtes là-bas pour ça. Mais au moins, vous connaîtrez la base de la culture et de l'histoire. En 2014, Film Oiseaux de Nuit est né, grâce à une certaine inspiration. Je regardais un film documentaire incroyable nommé Samsara du réalisateur Ron Frick. Une des particularités de ce film, c'est qu'il n'y a pas de narration ni de titrage. L'une des premières scènes de ce film se passe ici, à Nemrut Dag, en Turquie. Mais étant donné que le film n'a pas de titrage, je n'ai jamais su où se passait cette scène magnifique jusqu'à temps que je fasse mes recherches sur la Turquie. Vous pouvez peut-être vous imaginer l'émotion que j'ai ressentie à ce moment. Nemrut Dag est probablement l'une des entreprises les plus colossales de l'époque hellénistique au sommet de la chaîne du Taurus oriental. Elle est un temple-tombeau et une maison des dieux construite par le roi Antiochos Ier de Commagène, comme un monument à sa propre gloire. Certains des blocs de pierre utilisés pèsent jusqu'à 9 tonnes. Le mélange de l'esthétique grecque, perse et anatolienne lui donne une valeur universelle exceptionnelle, démontrant une période de l'histoire tout à fait particulière, autant que le roi qui a commandé l'œuvre. La culture byzantine était devenue très puissante et ces néo-romains étaient extrêmement fiers. Ils considéraient tous les étrangers avec dédain et méfiance, automatiquement classés comme des barbares. L'Empire byzantin abritait des populations d'origines et de langues diverses. Il s'étendait jusqu'au nord de l'Afrique,
au sud de l'Espagne, en Italie, en Grèce évidemment, en Arménie et en Caucasie. Les Arméniens sont considérés comme la civilisation qui a adopté en premier le christianisme dans les années 300. On peut retrouver des églises arméniennes un peu partout dans le monde, pays étant extrêmement touché par de nombreuses guerres. Cette foi unit la communauté. Etchmiadzin est comme le Vatican d'Arménie. Les Arméniens sont chrétiens orthodoxes. Une des particularités de cette branche est qu'ils vénèrent les reliques. Une relique est un fragment du corps ou un objet associé à un saint ou du Christ. Ils les vénèrent parce qu'ils croient que le corps reste temple dans l'Esprit Saint même après la mort. On comprend mieux l'histoire et l'importance de ces lieux accompagnés d'un guide, je le recommande vivement. Pour moi, qui n'a pas fait de cours catholiques à l'école, une église ou un monastère ne fait aucune différence. Icônes, reliques, portraits, cela devient tout au même. Je n'aurais jamais pu reconnaître l'importance de ces lieux qui sont si sacrés pour plusieurs croyants dans le monde. Comme ici, à la cathédrale mère Saint-Etchmiadzin, qui est la première cathédrale officielle au monde, mais important de noter qu'elle n'est pas la première cathédrale non officielle. Évidemment, la religion chrétienne fait plusieurs adeptes dans le monde et nous avons pu voir des gens en pèlerinage lors de notre visite. Les Arméniens sont très ouverts concernant leurs lieux sacrés. Cela m'a étonné. Je demande toujours par respect si je peux filmer dans les lieux religieux car bien souvent, c'est interdit. En Arménie, je n'ai jamais eu de soucis. Notre guide nous a dit « Nous ouvrons les portes de nos lieux religieux à tout le monde et nous leur permettons de se vêtir, de faire ce qu'ils veulent car Dieu nous regarde constamment. Cela ne fait donc aucune différence la façon dont tu es vêtu à l'intérieur d'une église ou la manière dont tu te comportes. L'important, c'est d'être bon à tout moment et de prêcher Dieu, peu importe où tu te trouves. » Quand même que je sois athée, je trouvais que ça faisait bien du sens. Mais au début, l'Arménie était un peuple païen. L'histoire de l'emprisonnement de Grégoire l'Illuminateur, qui vécut entre 257 et 334, est l'un des chapitres les plus importants de l'histoire de la diffusion du christianisme en Arménie. Au cours d'une cérémonie païenne, Grégoire refusa de plaire au roi, proclamant sa foi chrétienne et annonçant en plus qu'il avait assassiné son père. Le roi, furieux, fit jeter Grégoire à corps virable pendant 13 ans. Pendant ce temps, le roi était devenu fou après avoir ordonné le meurtre de 2 vierges qui répandaient le christianisme en Arménie. Ensuite, la sœur du roi a rêvé qu'il retrouverait la raison s'il se soumettait à l'ordre de Grégoire. Ils se rencontrèrent à Zvartnots. Le roi se repentit de ses péchés et se convertit au christianisme, où il fut guéri de sa folie. Cela marque le début de la conversion du royaume d'Arménie en 301. L'église Ripsimé est l'église la mieux préservée d'Arménie, mais nous étions encore plus surpris d'apprendre qu'avant sa construction, les Zoroastriens en avaient fait un lieu de culte, car quelques semaines auparavant, nous avions justement visité un temple zoroastrien en Azerbaïdjan. Le zoroastrisme est la religion la plus ancienne d'Asie du Sud-Ouest, développée à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Ce sont probablement des marchands lors de leur voyage sur la route de la soie qui ont appris l'existence des feux éternels. Les Zoroastriens sont célèbres pour leur vénération du feu, mais ils considéraient également l'air, la terre et l'eau. Il ne fait aucun doute que le zoroastrisme a eu une grande influence sur la culture azerbaïdjanaise. L'islam a progressivement remplacé le zoroastrisme comme religion principale dans cette région. Beaucoup de ceux qui voulaient préserver leur ancienne foi ont déménagé en Inde.
Pendant ce temps, la demande de produits pétroliers a augmenté partout dans le monde et a fait de l'Azerbaïdjan l'un des plus importants producteurs de pétrole. La surextraction de ces fournitures a très probablement provoqué l'extinction des incendies de la Tachga. Il ne nous reste plus qu'aujourd'hui les mémoires de leur passage et cette reconstitution. Les Arméniens se sont dépassés sur un projet qui visait à faire revivre en quelque sorte le monastère de Tatev, construit à l'époque byzantine. Le monastère était plutôt difficile d'accès jusqu'en 2010. Ils ont décidé d'entreprendre la construction du plus long téléphérique au monde, soit 5752 mètres. Ils lui ont donné le nom de « Les ailes de Tatev ». Et je dois vous raconter la légende qui s'y rattache pour que vous compreniez l'ingéniosité marketing de cette construction. Les versions diffèrent d'une bouche à l'autre, mais en général, voilà ce qui s'est passé. Un homme aurait demandé à Dieu de lui donner des ailes sur les lieux de ce monastère, et Dieu aurait exaucé ses souhaits. Tatev veut dire « donner des ailes » en arménien. Vous voyez maintenant la belle image moderne que cela donne à ce téléphérique en plus d'être inscrit dans les livres des records Guinness. Un peu partout dans la région de la mer Noire, vous pourrez visiter des constructions rupestres, que ce soit en montgolfière, en randonnée pédestre ou carrément en visiter l'intérieur. En Anatolie centrale, en Turquie, des cités souterraines impressionnantes ont servi aux habitants pour se protéger des opérations militaires arabes musulmanes. Puis par les attaques mongoles et les musulmans turcs, les archéologues pensent que beaucoup de villes souterraines seraient encore à découvrir dans cette région. Sur 25 000 km², déjà, nous pouvons visiter jusqu'à 7 villes souterraines, dont les étages varient en profondeur et jusqu'à 85 mètres. Ces cités peuvent accueillir, selon les estimations, entre 20 000 et 50 000 personnes avec vivres, animaux, équipements. Contiennent des salles destinées à la cuisine, salle de bain, église, écurie, entreposage, salle commune, cave à vin. Les archéologues ont nettoyé un grand nombre de ces tunnels pour qu'il soit possible de les visiter, mais l'exploration n'est pas encore terminée. Même si les villes souterraines de la région de Cappadoce ressemblent d'un côté architecture et objectif, il est impressionnant de constater que les habitants avaient élaboré à certains endroits jusqu'à 52 puits d'eau, ainsi que des milliers de puits de ventilation au travers des grottes. Certains des puits d'eau n'ont même aucun lien avec la surface pour empêcher l'empoisonnement de la totalité de l'eau par l'ennemi. De grandes pierres cylindriques qui peuvent être roulées ont été placées en précaution au ras des portes d'entrée pour empêcher l'ennemi de s'y introduire. À notre arrivée dans la ville souterraine de Keymakli, nous avons peut-être eu un aperçu de ce que cela pouvait être de vivre en communauté dans ces tunnels infinis. Area has 4,000 years of history. It was first built 4,000 years ago, but on that time it was not that big. Like maybe smaller, maybe one floor. But up to their needs, their population in time, it was enlarged deeper, deeper and deeper in different times. It was mostly used by the Christians during the 1st century until the 4th century, because between 1st and the 4th centuries, the Christians were hiding from the Romans. Un tout petit peu They chaotique. show me photographs. They are coming here for photographs, like for wedding photographs, and they are asking me the places where we to take photos. I see that. It's one of the most popular places. In the balloon time, in the sunrise time, it's not possible to see it is empty like that. But you see one lady just posing like that. But in that time, it will be very crowded. So it's just like by chance you can just go there alone. You can tell people, please go away. I take photos. I think it's bad because you're not even creating your own moment. Yeah.
Dans ce coin de pays magnifique, vous pouvez admirer la vallée des pigeons. Et tout de suite, on se demande pourquoi évidemment les Turcs ont décidé de l'appeler comme ça. Est-ce à cause des structures géologiques particulières ou vraiment à cause des pigeons? Les peuples entourant la mer Noire ont une relation tout à fait spirituelle et amicale avec les animaux de leur quotidien. On nous explique que les pigeons sont sacrés en Turquie, car ils amènent une bonne récolte avec leur engrais naturel. Donc, les habitants voulaient qu'ils restent dans la région et ont commencé à leur construire des petites cabanes pour les accommoder. À Istanbul, ces petites cabanes à oiseaux en forme de palais royaux miniatures que vous pouvez observer sur la grande mosquée Selimiye et sur plusieurs autres bâtiments en Turquie étaient apparemment un moyen de s'attirer la faveur des dieux et empêchait les habitants à plumes de faire leur nid à l'intérieur des monuments. Mais probablement que la relation que les Turcs chérissent le plus est celle qu'ils ont avec leurs chats. Il est extrêmement commun en Turquie de rencontrer cet animal partout dans les rues. À Istanbul seulement, on y a répertorié plusieurs centaines de milliers de chats, peut-être plus. Vous pourrez avoir une petite dose de zoothérapie à tout moment de la journée. Évidemment, dépendamment du caractère du petit félin. Le niveau de soins que les Turcs leur apportent est admirable. Pourquoi autant de chats en Turquie? Cela restera probablement toujours un mystère, mais cela pourrait être lié à l'aide qu'ils apportent pour éliminer les rongeurs, autant sur les cales de bateaux que dans les maisons, ou même à leur religion. Le prophète lui-même avait un chat. La légende raconte qu'il aurait coupé le tissu de sa toge au lieu de déranger son compagnon qui dormait paisiblement pour pouvoir aller à la prière. Les chats sont considérés comme des animaux propres et acceptés dans les musées et les mosquées. Un peu partout également, comme vous avez pu le remarquer depuis le début du documentaire, les chiens sont en liberté et ont été vaccinés et soignés. Une belle marque de compassion envers ces sympathiques compagnons que nous avons câlinés un peu partout. En Arménie, c'est la même chose. Et nous avons pu observer un phénomène naturel plutôt ingénieux. Ces grands oiseaux au long cou nommés cigognes blanches ont toujours été vénérés depuis l'époque égyptienne et elles ont trouvé le parfait endroit pour faire leur nid. En Arménie, elle est présage de l'arrivée du printemps et porte chance. Vardia est une autre construction rupestre très touristique en Géorgie. Selon les locaux, la région d'Akaltsikhe détient le même problème de tourisme de masse. Nous avons rencontré dans cette ville une famille qui nous a hébergés et dont l'un des membres nous a proposé de nous transporter avec sa voiture dans les endroits touristiques de la région. Nous avons accepté avec joie, car nous trouvons bien plus authentique de visiter un pays accompagné d'un local. Il nous conduit jusqu'à l'attraction touristique de Vardia en Géorgie et connaissant la région par cœur, nous fait voir tous les plus beaux attraits en s'y rendant. Vardia a été construit pour la reine Tamar, qui ordonna sa création vers les années 1185. Sarcastiquement, malgré toutes ses précautions pour se protéger, un tremblement de terre a partiellement rendu la cité inhabitable vers 1283. Tout danger visible disparu, une communauté de moines y sont restés jusqu'en 1551, lorsque des troupes perses ont attaqué l'endroit. Aujourd'hui, des moines y restent encore tout en entretenant les appartements. Pour terminer, notre nouvel ami nous explique qu'il nous amène sur un lieu que les agences touristiques n'incluent pas dans leur forfait habituellement, car ce lieu est un peu reculé de la ville, le monastère de Sappara. Dans tous les monastères que nous avons visités, celui-là est définitivement dans mon top 3 des monastères à visiter dans la région caucasienne, en compétition avec le monastère de Sevanavank en Arménie, ainsi que le monastère de Noravank, juché en plein milieu du canyon du même nom, en Arménie également. Nous avons appris ce que voulait dire Istanbul. Mais que veut dire Constantinople? Et pourquoi les Turcs ont décidé de changer le nom?
La chanson par They Might Be Giants dit que ça, c'est l'affaire des Turcs seulement. Byzance est l'ancien nom de la toute première colonie de la péninsule historique où se trouve Istanbul. On pense que le nom est d'origine thrace ou illyrienne. Constantinople est le nom familier tel que nous le connaissons, et ce dernier a été préféré au fil du temps, donné par Constantin le Grand, qui était un empereur romain qui régna de 306 à 337. Les Arabes musulmans et les Turcs préfèrent cependant utiliser Constantini, tel qu'utilisé dans la conquête de la ville en signe de respect pour leur prophète. Jusqu'en 1453, Constantinople n'hésite pas un instant à concurrencer Rome, de là parfois appelée Nouvelle Rome. Elle est une capitale culturelle et spirituelle et aussi lieu de concentration de l'artisanat et du commerce. Les marchands ne se trompent jamais lorsqu'ils s'installent dans la cité pour les affaires. Progressivement, les guerres territoriales menées par les Perses, Slaves et les nomades eurasiens affaiblissent les ressources militaires et financières des néo-romains, et l'Empire byzantin n'est plus en état de résister. Constantinople chute et croule en miettes à la puissance montante qu'est l'Empire ottoman, ou aussi nommé l'Empire turc. Jusqu'en 1600 de notre ère environ, l'Empire fut à son apogée, avec comme sultan Soliman Ier le Magnifique. Vlad Tepes, aussi mieux connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, était une fois en visite à Istanbul en tant que prince de Valachie. La Valachie est l'ancien royaume du sud de la Roumanie. Vlad Tepes fut fasciné par les méthodes sanguinaires qu'utilisait la porte sublime. C'est un terme qui définissait alors le siège du gouvernement du sultan de l'Empire ottoman. Vous vous doutez peut-être que le surnom de Vlad Tepes n'est pas tombé si loin de la réalité et que ces méthodes qu'il a pu observer lors de son voyage incluent l'empalement, ce qu'il ramène en souvenir dans son royaume de Valachie. La légende raconte qu'il était considéré comme un vampire sanguinaire se repaissant de chair humaine et buvant du sang, mangeant devant une forêt de corps empalés. Un autre surnom de Vlad aurait été le fils du dragon, ou Draculea en roumain médiéval. Ces récits que je viens de vous raconter auraient inspiré l'écrivain britannique Bram Stoker et son roman Dracula, publié en 1897. Le dracotourisme est extrêmement populaire en Roumanie. Et partout où vous allez, vous avez une petite crainte de vous faire mordre dans le cou. Personnellement, j'aime bien les histoires de vampires, mais sachant maintenant les origines du conte, je suis bien contente que les récits antiques du prince de Valachie aient été seulement une inspiration à Bram Stoker. Sinon, quel cauchemar visuel aurait été la Roumanie touristique. Drôle d'adon, nous avons séjourné chez un couple français qui avait décidé de s'y établir définitivement. Je leur ai demandé si la Roumanie avait changé depuis les 10 dernières années, depuis qu'ils y étaient. Incroyablement, m'ont-ils répondu. C'est ce que des nouveaux amis bulgares nous avaient mentionné également. Les Roumains ont décidé d'innover rapidement dans les dernières années et ont perdu un peu de leur culture et authenticité pour plaire aux touristes attirés par le dracotourisme. Cependant, c'est Vadu Izé qui remporte la médaille d'or pour notre visite en Roumanie,
dans la région historique de la Transylvanie, où la culture hongroise et ukrainienne y est entremêlée. I'm Iona Munteanu. We are in Vaduiza in Maramureș, Romania. This house was built in my parents-in-law with my husband together, also decorated in old style. The wooden gates are a symbol in Maramureș. It's a symbol to repel the evil. It's like a border to protect the family. Another traditional decoration from the past, we keep it from our grandfather, grandparents, grandparents. Everybody was raised in tradition and family to keep the tradition, the roots. Yes, of course, going to the church every Sunday. We wear the traditional clothes. It's a tradition that you see only in Maramureș. This one is made by hand by my grandmother. It's not very easy to make that. Has like 100 years old. Wow. I done. This one was made by my mom. 70 could be 60, 70 years old or so. Also made by hand this, and it's a pride and joy to have and keep this in the family. It's a vest that my dad was wearing when he was a groom. For his marriage? For his marriage, yes. Wow. Does everybody knows how to dance? Who likes to dance? Who likes music? Wants to know how to dance? Yeah, but everybody knows. Yes. If you don't know how to dance, traditional dancers say, "Oh, you're from here and you don't know how to dance." Yeah. Do you want to try it? See how? Yeah, Sure, please. This is an honor. This is an honor. Oh my god, this is so nice. And try with the head too. They still wear this in. Really? Yes. This is perfect. This is really, really perfect. This is the warmest thing I ever wore in my entire life. Not far from here, we have an old washing machine, traditional handcraft washing machine. The water comes from the river and spinning in a bottle of made by wood, and there the big carpets are washed there. It's like a natural washing machine. The carpets are natural made by hand and they need to be washed in the natural washing machine. Oh, super good. Les Ottomans recherchaient toujours à tout prix à convertir à l'islam ceux qui étaient encore chrétiens de l'ancien empire byzantin. Plusieurs personnes se sont donc converties, mais d'autres ont continué de ressentir une attache profonde à leurs croyances. Aujourd'hui, c'est ce qui donne à ces pays autour de la mer Noire cette pluralité et richesse de culture. Ces utopies n'étaient tout de même pas nées récemment. Ici, sur le site archéologique du Cavalier de Madara, fierté bulgare, on considère que cette gravure rupestre, créée vers les années 700 de notre ère, serait le premier pas vers leur indépendance. Elle est sculptée sur une falaise de 100 mètres de haut et représente un cavalier ayant la victoire sur un lion, avec tout près des inscriptions relatant d'événements qui ont eu lieu lors du temps des camps bulgares. Il faut dire que les Bulgares sont un peuple très fier de leur indépendance. Beaucoup de monuments peuvent en témoigner. Le tourisme dans les années 1980 à 90 était d'ailleurs axé sur leur histoire. C'est ce que les gens voulaient visiter en Bulgarie. Nous avons demandé à un couple qui avait œuvré dans le tourisme toute leur vie comment celui-ci avait évolué selon leur expérience. Това са български мартиници. So I am Martin. These are my grandparents. And I'm about to ask them some questions. Кое е мястото, към което са изявявали най-много желание да посетят? Това беше по-скоро преди. Even before it was mainly things with involved with history. Like for example, monuments. It was a bit more historical then.
And nowadays, people just more prefer the combination of sea and mountains because we have them here in Bulgaria, and most people just enjoy the chances, the choice, to have a choice, you know. Po vaše мнение, защо според вас се променило от в миналото е било да гледат повече паметници, исторически работи, сега в момента повече the way that we changed our perspective from history to beaches and everything, we were more connected with the socialistic camp. Nowadays, when you're in the European Union, we tend to look at the beauty more than the history. The Bulgarian people went to war, and the idea was to send pigeons with a string. If the string is white, they've won. If the string is red, they've lost, like a lot of people or a lot of. And the pigeon, while flying, hurt its leg. It was half red, half white. You have this for good luck. You give it to your friends on 1st of March and family and everything, and everyone has loads of these. And whenever you see a blossoming tree, you just put it there for good luck. Full circle. From the energy of like the person and the goodwill and the good luck to the good luck of the tree to nourish the person. Like it is for the harvest. Incredible. L'un des sites les plus touristiques de Bulgarie aujourd'hui est sans aucun doute le monastère de Rila, symbolisant la prise de conscience par les Bulgares de leur identité culturelle après des siècles d'occupation ottomane. Telle l'indique une pancarte à son entrée. Pour s'y rendre, nous avons dû passer une nuit chez un autre couple de grands-parents, dans un village nommé Kocherinovo. J'ai découvert encore une fois la magie du pouvoir de la communication instinctive, car nous ne parlions pas bulgare et ils ne parlaient pas anglais et encore moins le français. Malgré tout, nous avons eu une conversation de 4 heures autour d'une boisson alcoolisée au miel nommée rakia, confectionnée maison, et des petits salamis poivrés. Par cette discussion, ils nous ont incités à découvrir un monument naturel que je n'avais pas vu dans mes recherches. Suivant l'Empire ottoman, il ne faudrait pas cacher que la Bulgarie a traversé plusieurs crises régionales jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où elle devient communiste. Plusieurs monuments soviétiques ont été érigés et aujourd'hui, ces monuments sont en danger d'être détruits par le jeune peuple, se révolte contre ces symboles de l'industrialisation trop rapide, d'une censure trop stricte et des purges politiques. Donc, on a une tempête de neige, on a vu une voiture, on est resté pogné dans la neige. On est censé voir un autre monument qui est abandonné en haut. Ça, c'est l'entrée du monument. Il neige. Il neige, il neige, il neige, il neige. Ça n'a pas vraiment de bon sens. On va voir. On va voir où est-ce qu'on se rend avec ça. Donc, vous m'excuserez pour la visibilité de ces vidéos. Je vous créerai pas ça, mais... Cependant, en Turquie, ils sont tellement fiers de leur libérateur de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal Atatürk, que nous vous garantissons que toutes les générations vivantes du pays ne voudraient pas retourner en arrière. Je dirais même que cela va un peu plus loin que la fierté. Partout en Turquie, dans toutes les villes, ils adorent Atatürk. Je crois que pour un Turc, dire que tu n'aimes pas Atatürk, c'est de dire que tu n'aimes pas ton pays, carrément. Non seulement son portrait est affiché un peu partout, mais la vente d'objets à son effigie crée des entreprises qui réussissent à faire un profit suffisant pour survivre. À l'extrême, nous avons même vu quelqu'un qui avait sa signature tatouée sur son avant-bras. Mais qui est ce fabuleux personnage dont vous ne pouvez pas faire fi lors de votre passage en Turquie? Les Turcs semblent se souvenir de tout ce qu'il a fait de bon pour leur nation. Cependant,
Une utopie ne se crée pas sans violence et guerre civile. Il a été le fondateur et premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938 et il a mené la résistance contre les diverses nations qui ont envahi le pays lors de la Première Guerre mondiale, puis, s'inspirant de la Révolution française, a engendré une guerre d'indépendance turque contre l'Empire ottoman. Son but était de sortir la Turquie de la pauvreté et de la misère en s'inspirant de la civilisation occidentale. Il a remplacé l'alphabet arabe par l'alphabet latin, séparé la société civile de la société religieuse, supprimé l'islam en tant que religion officielle et donné le droit de vote aux femmes, entre autres. On peut donc comprendre pourquoi il est célébré partout dans le pays. À ce que nous pouvons constater, son règne ne s'est jamais terminé dans le cœur des Turcs. Le 19 mai, c'est le jour de commémoration et gratitude envers tous les martyrs et vétérans de leur guerre d'indépendance. Probablement que les Turcs sont aussi fiers de leur équipe nationale, les Trabzonspor. Ouais, je m'appelle Chakou, je suis étudiant dans l'université Karadeniz Technique Université C. Aujourd'hui, comme c'est le week-end, le samedi, on est venu passer un bon moment, faire le barbecue, on a mangé. En même temps, il y a l'équipe de cette ville, Trabzonspor, qui célèbre leur championnat. Donc les gens sont contents avec ça en fait. Est-ce que tu parles turc? Ouais, je parle la langue turque. Est-ce que tu peux me dire merci et on espère vous voir à Trabzon? Sizi bir daha görmek istiyoruz. Trabzon'a gelmek için teşekkür ederiz. En Azerbaïdjan, ils ont aussi leurs héros nationaux. Vous ne croirez pas la chance que nous avons eue d'arriver en même temps que tous les reporters de la ville de Bakou pour un événement plutôt hors du commun. On ne connaissait aucunement ce personnage à ce moment, ce qui nous a évidemment intrigués, car par la suite, nous avons pu constater que ce poète perse était honoré un peu partout en Azerbaïdjan. Du côté de l'Arménie, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la place Charles Aznavour sans s'y arrêter. Mais pour ma part, j'étais un peu déçue qu'il n'y avait pas de monument en hommage au groupe System of a Down. Sans aucun doute, par contre, le personnage le plus célèbre de l'Arménie actuelle est le patriarche suprême et catholico de tous les Arméniens, Garegin II. Et nous avons pu assister à son arrivée à l'église Saint-Gayané. Vous pouvez un peu le comparer au pape du Vatican arménien. La géopolitique autour de la mer Noire a toujours été conflictuelle depuis que le monde est monde, si je peux me permettre l'expression. Nous avons été grandement chamboulés par les événements de la guerre en Ukraine. Nous étions littéralement à 2 heures de route seulement des bombardements d'Odessa ce jour-là, précisément à Chisinau. La veille, nous étions en Transnistrie, qui n'est pas encore considéré comme un pays, et qui, malheureusement maintenant, ne le sera peut-être jamais. Autour de la mer Noire, plusieurs peuples se proclament indépendants, mais officiellement, c'est toujours en débat, et cela crée de nombreux conflits internes. En Turquie, on peut parler du Kurdistan, en Géorgie, de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, le Haut-Karabakh en Arménie qui est disputé actuellement avec l'Azerbaïdjan, puis finalement la Gagaouzie et la Transnistrie en Moldavie, où nous avons eu l'audace de nous rendre pour voir à quel point les dires étaient vrais. On avait lu qu'ils vivaient toujours un peu dans la nostalgie des temps de l'Union soviétique, qu'ils avaient un poste frontalier, un drapeau distinct et une hymne nationale, et même leur propre argent. La Bulgarie, la Roumanie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie sont des États intermédiaires ou tampons, qui ont toujours servi de refuge de guerre pour différentes ethnies, à cause des nombreuses guerres russo-turques qui avaient le désir de s'approprier toujours plus de territoires au bord de la mer Noire, ou à cause de régimes politiques stricts éradiquant les différentes ethnies, les obligeant à fuir. C'est pourquoi des groupes de population distincts se sont développés au cours de l'histoire et qu'elles sont aujourd'hui revendiquées. L'indépendance de la Transnistrie n'est pas encore reconnue par l'ONU. Cependant,
Il l'est par 3 États non membres, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et le Haut-Karabakh, tous des États qui sont défendus par l'armée russe. Ces pays qui ne sont pas des pays officiellement, mais dont le peuple est fier et la culture reste vivante. Ça vous rappelle quelque chose, mes chers Québécois? Nous avons investigué davantage concernant un autre conflit qui nous a énormément préoccupés dans les dernières années, celui de la guerre en Syrie. Nous nous sommes rendus, avec nos nouveaux amis de Normandie, dans les régions d'Adana et du Hatay, en Turquie. Nous y avons découvert entre autres une région un peu moins touristique sur les bords de la mer Méditerranée, avec des attractions intéressantes et dignes d'une visite. Nous étions juste à temps pour le festival de la fleur d'oranger à Adana, et j'étais particulièrement curieuse de savoir comment les Turcs festoyaient. Le festival nous a bien plu, mais nous avons trouvé plutôt étrange qu'il n'y ait pas à tous les coins de rue des produits avec de l'orange dedans. On a donné quelques idées comme ça aux marchands. Par exemple, pourquoi ne pas faire des baklava à l'orange? En investiguant sur les possibilités de se rendre en Syrie et en parlant aux locaux de l'endroit, nous nous rendons compte que la province du Hatay est en réalité contestée par les Syriens depuis l'indépendance de la Syrie, soit après la Première Guerre mondiale. Les locaux nous affirment cependant, à notre grande surprise, qu'il est possible de traverser la frontière sans problème pour se rendre en Syrie de la Turquie, que ce conflit s'est un peu réglé pacifiquement, mais que dans le cœur des Syriens, le Hatay reste le leur. Je vous annonce qu'il faut s'y prendre relativement d'avance pour se rendre en Syrie, à cause de l'obligation d'obtenir un visa. Donc, nous avons laissé tomber l'idée. Quoi qu'il en soit, cette aventure nous a d'autant plus fait réaliser à quel point les médias contrôlent l'information que nous voyons et que cela a une influence directe sur nos futures actions. La pandémie a-t-elle changé l'industrie du tourisme à jamais? Je crois que non. Ce n'était qu'une phase temporaire. Par contre, mon souhait est que le tourisme devienne un peu plus conscient. La plupart des touristes paient des sommes phénoménales pour leurs vacances. Et parce qu'ils paient cher, ils ont l'impression qu'ils sont les rois. Ils imposent leur culture plutôt que de se conformer, d'apprendre, d'évoluer. Le voyage est devenu une course à la meilleure photo du jour. Une industrie capitaliste encourageant le tourisme de masse à des endroits spécifiques, déstabilisant les économies, les cultures et les croyances locales. Mais le drame réel, c'est que l'industrie du tourisme de masse empêche les explorateurs de se représenter le pays qu'ils visitent tel qu'il est réellement. Dans le monde du voyage, nous entendons souvent que certains pays étaient beaucoup plus authentiques avant que cette destination devienne populaire. Mais il serait plutôt important de se concentrer aux solutions pour contrer cette vague plutôt que d'être nostalgique, car suivant notre tendance d'évolution, le tourisme ne fera qu'augmenter en intensité, le voyage étant devenu de plus en plus accessible et facile. Le monde entier évolue constamment. Les infrastructures s'améliorent avec nos techniques de plus en plus spécialisées. La nature évolue pour s'adapter à notre surpopulation. Les populations sont maintenant un mélange de cultures à cause de la mondialisation. Tout se transforme. Pour que le touriste devienne un peu plus conscient et responsable, nous devons reconnaître notre mission en tant que voyageurs, qui est de s'ouvrir l'esprit en groupe en partageant des parcelles de nouvelles cultures et d'ingéniosité, tout en faisant la paix avec l'inconnu. Cela commence par plusieurs petites prises de conscience et petits gestes. Si vous partez à l'étranger, faites-le un peu plus longtemps. Osez l'inconfort. Tout ne peut pas être parfait et vous apprendrez beaucoup sur vous-même. Invitez-vous chez un habitant, soyez volontairement humble et acceptez qu'il vous dise quoi faire. Apprenez la langue du pays, un tout autre monde s'ouvrira à vous. Mangez ce que les gens mangent, mais surtout de la façon dont ils le mangent. Riez et souriez.
Même si ce n'est pas toujours facile, vous êtes encore en vie. Nouvellement, j'ai décidé d'empoigner cette philosophie. Vagabonder sur les routes du monde deviendra mon mode de vie. Je deviendrai nomade à temps plein. J'irai au gré de mon intuition. Ma maison sera la planète. La curiosité me pousse à apprendre tout ce que je peux apprendre des autres. Je m'apprête à répondre à une question qui me tourne dans la tête. Est-ce possible d'être nomade dans notre monde moderne? Super! Sen bilmem oğlum. Sütlü açar ya oğlum, sütlü açar. On n'a pas assez, mais on cherche une autre. Ah oui. Il y a des coups de langue sur le téléphone. Ils vont vouloir te le manger. Ils vont vouloir te manger. Ah, bak bana gelsin lan, önüne bak kara C'est toi? Yok yok, tamam. Il y en a, je vais trouver un autre. Je pense qu'ils vont te manger dans la main. Ik me mixen. Wow! Beaucoup! Ici, à vous, une des pierres. Wat? Super! Teşekkürler. Wow. Bunu süs. Onu süs. Tamam? Tamam. Tamam. On va attendre un peu qu'il faut être froid. Là. Faut le voir? Mais oui, vas-y. I prefer it cold, but et une vache. On est entouré de vaches. Puis Mike fait ses exercices. Nous sommes présentement à Bakou en Azerbaïdjan et tous les gens sont en train de filmer parce qu'on est en train de laver la statue aujourd'hui. Donc pour Film aux nuits, c'est Michael Perrault en direct de Bakou, Azerbaïdjan.